Donc j'ai imaginé 2 procédures, une qui concernait un fabricant de... Imaginer ce que représente en termes d'impact un procès. Et on a imaginé 2 procédures. Alors il y avait Denis qui tenait un rôle, qui représentait le fournisseur de l'intelligence artificielle. Ça implique un travail colossal, un travail de formation de l'institution judiciaire. Et le fait que tu mettes en procès, on va dire, un certain nombre d'algorithmes. Montons une multinationale, avoir un algorithme dans notre board pour s'assurer de l'équité et... Bienvenue dans le podcast G4AI du Cercle de l'intelligence artificielle Guild4AI. Aujourd'hui, on reçoit un invité surprise. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Mohan Dwidja, je suis avocat et depuis 19 ans et je travaille le sujet de la preuve en système d'intelligence artificielle depuis 6 ans à peu près. Voilà. T'as vu, j'ai fait attention à pas écorcher ton nom. C'est Oui. pour ça que j'ai pas fait. Ouais, non, je suis, comment dirais-je, agréablement surpris, parce qu'effectivement, c'est souvent le cas, mais c'est sympa. Voilà. Merci en tout cas d'être venu dans ce podcast. Nous, ça nous tenait à cœur, parce que les sujets juridiques sont très peu évoqués autour de l'intelligence artificielle. Et Christian, je te laisse... Oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous faire ce grand plaisir en ce dimanche de nous rejoindre. Merci. C'est pour nous un moment important de partage et on a réellement envie d'en savoir beaucoup plus déjà sur qui tu es, d'où tu viens, quelles sont aujourd'hui tes implications autour de l'intelligence artificielle. Donc si tu peux nous dire déjà quelques mots. Alors merci à toi, à vous de m'inviter, c'est très sympa. Alors qui je suis, moi j'ai eu 2 vies professionnelles, j'ai l'habitude de le dire. J'ai eu une première vie où j'ai travaillé pour un monsieur qui s'appelle Pierre Cardin, qui est un petit peu l'inventeur, enfin certains le considèrent comme l'inventeur du prêt-à-porter. J'y ai travaillé de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 30 ans et ensuite je suis devenu avocat. Alors pourquoi je parle de cette première expérience professionnelle ? Parce qu'elle m'a beaucoup apporté sur le plan humain, sur le plan de l'inspiration, puisque c'est un monsieur quand même qui a ouvert le business de la mode, qui a ouvert la Chine en 79, qui a permis à beaucoup d'entreprises d'aborder différents marchés internationaux. Il l'a fait avant tout le monde, qui est toujours été avant-gardiste. Et il y a de ça à peu près, ça a commencé en 2017-2018, j'ai réfléchi à un système algorithmique de gestion de licences, puisqu'il y avait plusieurs licences dans le monde, plus de 150 pays avec des classes d'activités. Et dans mon coin, alors que j'étais plutôt, je suis avocat, eh bien j'ai imaginé comment organiser la gestion optimale de licences par rapport à une marque de mode. Et donc les systèmes d'intelligence artificielle s'y prêtaient. Et j'ai découvert aussi, à contrario, toutes les implications juridiques concrètes que ça suscitait. Et voilà, c'est sur tout ça que je travaille. Ça, c'est le premier aspect, je dirais, sur le plan professionnel. Il y a d'autres sujets. D'accord. En off, tu nous as parlé que tu as fait des simulations autour du sujet de l'intelligence artificielle et donc tu as pu mettre en exergue différents cas d'usage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, le 2 octobre dernier, j'ai organisé, je pense que c'est une première en France, une première simulation de procès contre des systèmes d'intelligence, qui mettaient en débat un système d'intelligence artificielle défaillant. Donc j'ai imaginé 2 procédures, une qui concernait un fabricant de pneus, et donc le système avait, entraîné quelques erreurs dans la conception de ces pneus et donc des accidents. Et l'autre, c'était un système de trading algorithmique et avec une mauvaise estimation de capacité de reprise d'un pays. Donc voilà, il y avait 2 procès et j'ai voulu rendre cette simulation réaliste parce qu'on parle beaucoup de procès d'IA, mais la véritable question, c'est comment on encadre juridiquement ce genre de choses. Et pour encadrer juridiquement ce genre de choses, il faut imaginer ce que représente en termes d'impact un procès. Donc, moi, des procès, j'en ai eu beaucoup à plaider. Je continue. Et donc, j'ai amené un magistrat qui avait 3 ans en pôle expertise, un expert judiciaire en IA, un expert mondial de renom, Denis Rothman, qui écrit des bouquins qui se vendent, qui sont des best-sellers aux États-Unis, et un huissier de justice. Et on a imaginé de
procédure. Alors, il y avait Denis qui tenait un rôle, qui représentait le fournisseur de l'intelligence artificielle, et moi, un autre. Et on a commencé à poser des questions et chacun se renvoyait la balle. L'un disait non, mais je suis pas d'accord avec votre argumentation. Moi, je disais mais c'est pas mon client qui a fourni ça. Et ça a eu je pense que ça a eu beaucoup de succès parce que j'avais des confrères présents d'ailleurs qui l'ont indiqué parce que finalement ça donne, je dirais, le ton de ce qui peut se passer dans les prochaines années. Ça implique un travail colossal, un travail de formation de l'institution judiciaire. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui est copernicienne. Ça touche tous les domaines de l'activité humaine, pas seulement les activités personnelles, les activités d'entreprise. Donc, quand on ouvre le tiroir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à régler, quoi. Donc, voilà. Alors, ça veut dire quoi, copernicienne là, ça veut dire que l'IA existe depuis des décennies. Copernicienne, ça veut dire qu'à partir du moment où on implémente un système technologique de cette envergure, ce système peut organiser finalement toutes les activités immatérielles, déjà premièrement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est-à-dire pas une activité, il n'y a pas une activité qui n'est pas concernée, toutes les professions libérales sont concernées, le métier d'avocat ou le métier de juriste en premier lieu aussi, puisque c'est des LLM, donc les fournisseurs ou les éditeurs d'IA juridique ont en réalité des performances bien plus importantes que le meilleur des experts. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc ça touche tous les métiers, c'est en ce sens que je dis que c'est copernicien. Mais quand je dis que c'est copernicien, je dis aussi que on sous-estime, parce qu'on ne connaît pas l'impact de ces algorithmes dans nos relations personnelles également. Donc voilà, copernicien au sens où c'est un peu intégral, quoi. Moi, j'ai envie de dire que ce que tu fais me semble d'une part amusant, mais surtout scénique, parce que ça permet, à mon sens, une bonne vulgarisation, une bonne acculturation. Et le fait de l'avoir fait déjà une fois, je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, que tu comptais renouveler ce genre d'expérience. Moi, j'ai envie de dire que ça ne peut être qu'encouragé, parce que bon nombre de sociétés ne se rendent pas bien compte aujourd'hui des risques encourus par l'usage de l'intelligence artificielle. Et le fait que tu mettes en procès, on va dire, un certain nombre d'algorithmes ou un certain nombre d'usages de l'intelligence artificielle, ça permet aussi, à mon avis, tant aussi bien au niveau de la profession que tu représentes, que des entreprises à se poser les vraies bonnes questions. De faire cela, et je trouve que l'approche que tu as prise me semble de meilleure qualité, parce que ça va nous permettre au niveau des entreprises de les sensibiliser à tout ce qui est risque encouru et surtout à tous les biais qu'on peut rencontrer au niveau algorithmie. Et dans ce que j'ai cru comprendre au travers de nos premiers échanges, tu m'as dit que tu avais déjà imaginé de rejouer un certain nombre de fois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Bien sûr. Alors oui, il y a une dizaine de simulations qui sont en prévision et en réalité, j'en ai à peu près 300 sous la table qui sont les 19 années d'expérience que j'ai judiciaire et juridique. Je te remercie pour l'appréciation. Moi, je pars de l'illustration de ce que constitue un procès technique. Savoir que le magistrat ou les tribunaux ne jugent que par des arguments qu'on leur apporte et par des preuves qu'on leur apporte. Donc, ce n'est pas lié uniquement au texte. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as des textes qui existent et une infraction ou un contrat qui ne serait pas respecté que tu vas gagner un procès. Tu le gagnes parce que tu vas convaincre un magistrat de preuves et tu vas surtout apporter des preuves. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un aspect important dans les procès qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc lorsque quelle que soit la responsabilité que vous engagez, vous aurez toujours une partie adverse qui va vous dire non, c'est pas vrai, vous ne faites pas de preuve, par exemple, du lien de causalité entre le préjudice que vous invoquez et ma responsabilité. Dès lors, il faut évidemment être tout de suite dans l'action et de comprendre en fait comment ça fonctionne. Et le procès technique, j'en viens à cette question, eh bien il est très important. L'illustration, c'est par exemple la maison que vous faites construire.
Vous allez donner à un constructeur le soin d'élaborer, de construire la maison. Quand on a ce type de procès, moi j'ai eu la chance de les organiser, eh bien vous avez toute une série d'acteurs qui vont être mis en cause, donc qui vont être convoqués au tribunal, l'architecte, l'expert, le bureau d'études, le constructeur, et c'est là qu'on voit qu'on décompose chaque étape. Eh bien c'est exactement ce qui va se passer pour les systèmes d'intelligence artificielle. À une chose près, c'est que là, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a un phénomène d'acculturation important, de sensibilisation. Et l'idée de ces procès, c'est finalement de mettre en action les citoyens aussi, de se dire, voilà comment ça fonctionne dans la vie judiciaire de tous les jours. Et voilà comment ça fonctionnera si ces systèmes sont défaillants. Et imaginez qu'ils ne sont pas, est Angélique, à mon avis, parce que tu as raison, il y a beaucoup de choses qui sont déjà, à mon avis, Moi, j'ai envie de rebondir en te disant, c'est un marché gigantesque. Parce que quand on regarde les offreurs de solutions en intelligence artificielle, ne serait-ce que, mais il n'y a pas que, parce que l'intelligence artificielle et les algorithmes, ça existe depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, déterminer la preuve de la responsabilité du fournisseur de l'algorithme, comment on va faire ? Il faut, à mon avis, et c'est les textes nous orientent vers cette méthode, finalement, reprendre le circuit de la création du système, de la phase de la pipeline de données, comment on a constitué cette information, puisque c'est d'abord de la donnée qu'on transforme, comment elle a été nettoyée, comment elle a été pré-entraînée, comment elle a été entraînée, et ensuite, le cycle de vie du système, comment il a été surveillé. Alors on peut se dire, oui, j'ai rempli le cahier des charges. Mais sauf qu'on sait pertinemment que dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'aimerais du coup rebondir. Est-ce que je peux te donner un cas d'usage précis ? Du coup, Noémie, je te propose de présenter notre boîte et qu'on lui prête à l'exercice de comment il va pouvoir nous préparer à ça. Donc, je suis Noémie Foucard, présidente et directrice de recherche de l'entreprise Imagine AI Future, cofondatrice avec Jennifer de cette entreprise. Nous sommes en train de créer une IA qui va permettre de cartographier chaque utilisateur, l'utilisateur de cette intelligence artificielle, dans le but de pouvoir le comprendre profondément et s'ajuster à lui. Donc, elle va comprendre ses schémas conscients, inconscients, ce qui se joue réellement à l'intérieur de cette personne pour créer finalement sa vie. Avec 3 cas d'usage, les relations interpersonnelles, l'autoréalisation, c'est-à-dire cette IA sera en mesure de voir votre potentiel interne pour voir comment il peut émerger le mieux par rapport à vos aspirations. Et également le soutien à l'évolution personnelle. Dans ce cadre-là, comment vous pourriez encadrer juridiquement notre entreprise ? Qu'est-ce que nous, on est censé faire au niveau juridique ? Et voilà, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui où en est le droit à ce niveau-là ? Alors c'est une belle consultation improvisée, mais je me prête à l'exercice volontiers. Alors il y a plusieurs questions, mais j'ai envie de vous dire que si je devais synthétiser, parce qu'on a un temps limité, la première étape, ça serait déjà de déterminer votre objectif, le but. Qu'est-ce que vous recherchez ? Pourquoi je dis ça ? Puisque vous savez que l'IA interdit le profilage. Donc là, quand vous me parlez de relations interpersonnelles, où vous allez faire finalement un peu de l'introspection, bien évidemment qu'il va falloir être extrêmement vigilant à cette notion de profilage interdite par l'IA Act pour vérifier si vous êtes déjà en compatibilité. La seconde étape sera bien évidemment de surveiller tout le cycle de création du système, donc de ce dont je parlais, comment vous allez constituer vos données, on va y revenir très rapidement, comment vous allez les entraîner, les pré-entraîner, les entraîner, et puis comment vous allez les surveiller. Ensuite, il y a dans le sujet que vous m'évoquez un aspect médical, j'entends. Donc vous êtes dans une gouvernance de données médicales avec un régime bien spécifique qui est grosso modo celui du RGPD, mais qui quand même fait l'objet d'une surveillance importante. Il faut une certification aussi. Je tiens à préciser qu'on ne veut pas se substituer au domaine médical, justement. Oui, mais la notion, c'est plutôt de savoir quelle va être votre place en comparaison
avec d'autres pratiques médicales. Parce que la qualification de la donnée de santé n'est pas nécessairement liée aux praticiens. On peut, par exemple, avoir des données de santé pratiques. C'est autre chose. Il peut y avoir des exercices illégaux de profession paramédicale ou médicale, mais c'est plutôt la donnée de santé qui est en jeu. Donc il va falloir... mentale ici. Et exactement. Donc il va falloir prendre en considération ce genre de choses. Est-ce que les éléments que vous allez introduire dans vos systèmes sont couverts par le secret médical? Est-ce que les patients, vos clients, parce que est-ce que c'est des clients ou des patients, c'est aussi une autre interrogation, ont des consultations, sont suivis. Donc il y a toute une série d'effets tiroirs, comment dirais-je, qu'il va falloir prendre en compte. Mais la boussole, finalité, l'autre boussole, transparence, l'autre boussole, coopération, collaboration peut-être avec aussi des professionnels du domaine. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, c'est l'avocat qui parle, et évidemment contractualisation à l'aune d'une épreuve judiciaire. Contrairement à ce qu'on peut croire, on ne peut pas contractualiser sans penser à... Moi, quand je rédige un contrat, j'imagine mon contradicteur devant un prétoire. Voilà, c'est aussi simple comme ça. Est-ce que, comme Christian l'a évoqué, il y a tellement de constructeurs, de développeurs d'IA. Ouais. Est-ce que tu recommandes d'inclure du coup dans le board dès le début de la conception quelqu'un comme toi, quelqu'un qui est sur l'aspect juridique? C'est vrai que Christian a relevé quelque chose de très important, qui est aussi quelque chose qui, pour moi, n'est pas assez mis en avant. Ça explique aussi la politique locale qui veut qu'on fasse de la France un champion international de l'IA, ce qui est une bonne chose, mais il va falloir reprendre en considération beaucoup de réflexes qu'on va devoir abandonner. J'en parlerai tout à l'heure, mais Christian a raison. L'IA Act, par exemple, n'est pas encore véritablement entré en vigueur. La commission, le bureau de l'IA, qui comprend 180 personnes, je crois, c'est une législation qui se construit progressivement. La directive sur les produits défectueux a été reprise et modifiée justement pour faire en sorte d'encadrer ces systèmes. Le 23 octobre, le dernier 23 octobre 2024, on a une directive qui a repris, qui s'est inspirée de celle sur les produits défectueux pour aller alléger la preuve pour les victimes et dire aux victimes, si vous avez la preuve d'un dommage, en tout cas si vous pensez qu'un dommage a été généré par une intelligence artificielle, a priori, une inversion de la charge de la preuve, c'est au fournisseur de démontrer que c'est lui qui n'a pas été défaillant. Mais à contrario, lui-même, il a d'autres arguments. Donc c'est très très compliqué à mettre en place. Tout ça pour vous dire que quand on parle de législation sur l'IA, il y a un impact international à prendre en compte. C'est un flux de données, c'est pas hexagonal, et donc tout ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc effectivement, aujourd'hui, on a sur le marché des acteurs qui sont à des années-lumière de tout ça, qui veulent créer des entreprises très rapidement, et leur principale préoccupation, c'est d'avoir le plus de clients possible pour ensuite organiser leur levée de fonds. Sauf qu'en passant par ces étapes, parfois, elles commettent beaucoup d'erreurs, parce que si demain les choses se passent mal, il faut savoir que les responsabilités sont tout aussi importantes. Elles existent indépendamment de l'IA Act. On n'a pas besoin d'attendre l'IA Act pour engager des responsabilités. Merci Mohand. Désolé, j'étais un peu long. Non, pas de souci. L'épisode, il va toucher à sa fin, et je te remercie de t'être prêté à l'exercice avec nous. Merci. Juste pour finaliser, un petit mot. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que stipule l'IA Act, du coup, parce qu'on a beaucoup de nos auditeurs qui se posent des questions là-dessus. Qu'est-ce que ça dit? L'IA Act, c'est plus de 400 pages, 478 pages. C'est une classification par risque. C'est-à-dire qu'on classifie les IA, les systèmes d'intelligence artificielle, pas les IA, les systèmes d'intelligence artificielle par risque. Donc vous avez des IA à haut risque, à risque modéré, et notamment celles qu'on considère à risque, c'est celles qui sont utilisées par exemple pour les recrutements ou le comment dirais-je, ou le recrutement, ou même les formations. C'est des IA à risque. Donc on classifie en fonction de ces classifications. On impose certaines contraintes, notamment l'attribution d'un certificat, des logiques de transparence, des logiques de constitution d'une documentation technique. Tout ça, c'est ce que je vous disais un peu dans votre illustration, dans le cas qui est le vôtre, pour finalement apporter la preuve que si demain les choses se passaient mal, tout le processus a été respecté. C'est à peu près l'esprit. On classifie et on documente pour rendre le plus possible les modèles intelligibles
et transparent. Je voulais juste te dire un point très important, pardonne-moi si vous avez quelques secondes. Il y a un schéma aussi qui est très important par rapport à tout ce qui est en train de se passer, celui de l'inclusion. On ne pourra pas imaginer faire, c'est ma conviction profonde, c'est je crois aussi Christian, imaginer faire de notre pays un champion du monde de l'IA sans avoir d'interaction internationale. C'est fondamental puisque les données ne s'arrêtent pas à la frontière de la douane. C'est pas vrai. On n'a pas une donnée avec un passeport qui va dire je m'arrête. Et encore plus à l'ère qui est celle de l'élection de M. Trump. Donc on imagine bien que dans un contexte géopolitique où on a les États-Unis d'un côté, la Russie, la Chine de l'autre, la France a des cartes à jouer dans ses relations internationales et particulièrement le continent africain ou l'Asie. Donc c'est très important. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est du partenariat, c'est des viviers de connaissances. On aura besoin de data scientists, on aura besoin d'experts de la cybersécurité, on aura besoin de constituer des partenariats vertueux avec des postulats qu'il va falloir reprendre. Donc ça, c'est aussi important dans il y a l'encadrement judiciaire dont j'ai parlé, mais il y a aussi ces relations à l'international inclusives. Christian, tu voulais rebondir sur l'inclusivité ? Oui, en fait, je crois que là, tu viens de mettre un point important sur l'inclusion, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ce soit sur le continent africain notamment, le nombre de personnes qui commencent effectivement à s'agiter autour de l'intelligence artificielle. Il y a aujourd'hui des viviers extrêmement importants, que ce soit sur l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, et même l'Afrique australe vers l'Afrique du Sud, où on se rend compte qu'il y a de plus en plus de talents, qui sont d'ailleurs méconnus de l'Europe pour l'instant, des data scientists, mais aussi des startups, mais aussi des experts, des personnes qui conçoivent des systèmes réellement innovants. Et lorsque nous, on regarde cela de la fenêtre de Guild4AI, puisque c'est notre vocation, c'est d'acculturer et de réunir le maximum de personnes entre elles pour qu'elles puissent travailler ensemble, on se rend bien compte que ce côté sud-nord, et je le dis ainsi, sud-nord, va être de plus en plus important, parce que ça va donner de plus en plus de connaissances, voire de compétences, donc de pivoter sur des nouveaux métiers. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fantastique pour rééquilibrer l'équité pour tout le monde, au niveau du continent africain notamment, mais aussi peut-être pour réguler, comme tu viens de le dire, les flux entre le Nord et le Sud, parce qu'on a besoin de compétences, et ces compétences-là, même pour le Nord, je prends l'Europe tout simplement, on a besoin de travailler avec elles au niveau du Sud de l'Europe, et pour nous permettre, même en remote, de fonctionner, sans avoir le besoin, je dirais, de se déplacer d'un pays ou d'un continent vers un autre continent. Et ce côté inclusion, je crois que tu y es extrêmement attaché. Ouais, moi, on participe de la même vocation. Je crois que c'est plus du tout une considération uniquement éthique, c'est fondamental, c'est impérieux. Et si on ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer, on risque véritablement de travailler dans une sorte d'entre-soi, de créer peut-être toute une série de start-up, mais si elles n'ont pas de marché en face, elles ne pourront pas vendre. Et ça, c'est un aspect, je dirais, purement économique, mais il n'y a pas que cela, il y a celui dont tu as parlé, effectivement, la logique. Et puis la France, elle a une carte à jouer. Il y a une zone francophone qui est importante, mais elle doit s'entretenir parce qu'on a quand même perdu beaucoup de terrain, beaucoup de terrain. Elle doit se valoriser et ça commence par chez nous. Il faut déjà donner des exemples. L'inclusion, on parlait par exemple des systèmes d'intelligence artificielle sur le recrutement, c'est quelque chose qui implique de repenser nos schémas de recrutement actuels qui sont pas du tout inclusifs. C'est une réalité. Moi, je le sais. Je voudrais finaliser là-dessus. Vraiment, moi, j'ai vu encore beaucoup de posts sur LinkedIn qui se plaignaient que les algorithmes IA incluaient des enjeux éthiques, c'est-à-dire des enjeux d'inclusion. Par exemple, ils vont filtrer par nom de famille dès qu'il y a une sonorité orientale, etc., donc, ou encore africaine. Il y en a, ils ne veulent pas recruter avec ces noms de famille. Donc, Absolument, tu as raison. Et là, c'est un jeu, je le dis, très dangereux pour celui qui va utiliser ces systèmes. Et franchement, une entreprise qui ne l'utilise pas, elle va avoir des pertes de compétitivité assez claires. Donc, on n'imagine pas des grands groupes ne pas les utiliser. Imaginez des conseils d'administration, des boards, avec les mêmes compositions sociales,
je n'ai pas parlé des compositions ethniques, mais avec les mêmes compositions sociales, les mêmes compositions, même sexistes. C'est-à-dire, on a toujours ce préjugé, l'homme de 50 ans, blanc, ce genre de choses. C'est plus possible. Si, il y a 2-3 questions. Moi, si j'avais demain des procès à organiser là-dessus, première question, est-ce que vous avez organisé, oui ou non, un système d'intelligence artificielle? Oui ou non? Si on me répond non, et que c'est faux, on fait une fausse déclaration. Et là, présomption de discrimination. Et ça existe, il n'y a pas besoin d'avoir. Et maintenant, avec l'IA Act, c'est 5% du chiffre, 5 ou 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc aujourd'hui, les entreprises ont à la fois une responsabilité juridique importante. Ce qui va être compliqué, c'est de repenser un schéma qui est déjà biaisé. Il va falloir débiaiser, donc il y a des techniques pour ça. Mais on ne peut plus faire autrement. Il y a donc une conséquence juridique, et puis il y a ce que a dit Christian, cette interaction géopolitique importante que la France doit avoir conscience, et de se dire, écoutez, soit on va dans une direction noble, vertueuse, et on repense nos relations avec les autres continents de façon différente, dans un win-win, et on peut avancer. Il y a des gens qui sont français, qui ont une double culture, et c'est une richesse pour notre pays. Donc voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, en conclusion, tu nous invites, Noémie et moi, qui montons une multinationale, à avoir un algorithme dans notre board pour s'assurer de l'équité et de... À partir du moment où vous visez 2 objectifs, le recrutement et la formation, vous êtes obligé de l'avoir. D'accord. Après, vous seriez un exemple, parce qu'il y a peut-être, à mon avis, des sociétés d'une certaine taille qui n'ont pas nécessairement ces considérations éthiques. Mais vous, j'ai envie de vous dire... Voilà, autant bien faire les choses dès le début, quoi. Oui, d'ailleurs, Noémie, elle avait eu l'idée dès le départ d'avoir un comité d'éthique. C'est une très bonne chose, et ça fait partie justement de la transparence et de la communication vertueuse qu'il faut apporter dans le... Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, là, pour les auditeurs, dans notre entreprise, on ne fait pas n'importe quoi. Je m'occupe de créer un centre de recherche sur Bordeaux avec des chercheurs en psychologie, on n'est pas juste à créer une IA... on ne s'improvise pas, quoi. Voilà, on ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. On a plusieurs centres de recherche avec des chercheurs éminents, des docteurs également, donc voilà. Bon, écoutez, on sera ravis d'échanger là-dessus. Merci pour ton temps, Mohand. Merci à vous de m'avoir merci reçu. À Noémie merci et Christian. Merci à vous, toutes les deux. Merci encore. En tout cas, ça a été un moment très agréable de partage au coin du feu, parce que je crois que c'est important de pouvoir échanger et d'essayer de comprendre un peu tout ce qui tourne autour de nous aujourd'hui, autour de cette intelligence artificielle, parce que n'oublions pas, l'humain, il reste au centre. Absolument, tout à fait. Merci à toi. Merci à vous.